Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore on va parler de GameStop et de la potentielle manipulation qu'il y a eu ce jeudi lorsque pas mal de brokerage, donc de ces apps qui permettent d'acheter et de vendre des titres, dont Robinhood avait interrompu des titres à forte volatilité comme GameStop, mais il y en avait d'autres aussi, Nokia, BlackBerry, on a vu Express et AMC. Et donc on va voir en détail qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'était une manipulation pour essayer de manipuler le marché? Et si oui, pourquoi? Ou est-ce que ça a été fait pour des raisons de liquidité tout autres qui n'avaient absolument rien à voir avec la manipulation de marché? Et vous allez voir, c'est vraiment très important. Il y a tout le monde qui met son grain de sel, dont Elon Musk, Chamath. Il y a énormément de gens qui parlent de ça aujourd'hui. Et encore, comme je l'ai expliqué, pourquoi est-ce que c'est important pour vous, en tout cas investisseurs? Jeudi, vous avez peut-être vu une énorme chute dans tous ces cours-là. C'était effectivement parce que il s'était plus possible d'acheter ces biens. On pouvait seulement les vendre et donc forcément, quand il n'y a plus qu'une vente, qu'il n'y a plus qu'un côté du trade, forcément le cours diminue. Alors je vais commencer par un petit rappel des faits, puis une petite explication de ce que c'est qu'une vente à découvert, et puis on va rentrer dans le sujet de cette potentielle manipulation des marchés par Robinhood et d'autres brokers. Alors très rapidement, un petit rappel, GameStop c'est quoi? GameStop c'est un magasin qui vend des jeux et des consoles. Forcément avec les tendances de vente en ligne, leurs revenus ont chuté depuis ces dernières années. Et c'est pour ça que certains fonds d'investissement dits spéculatifs et à haut risque ont décidé de frapper dessus en faisant ce qu'on appelle du short selling, donc des ventes à découvert. Je vais expliquer maintenant très succinctement ce que c'est qu'une vente à découvert. Ok, alors maintenant je vais très brièvement expliquer ce que c'est qu'une vente à découvert, donc ce qu'on appelle en anglais le short selling. Donc imaginez une personne A qui détient un titre, disons une action. Et ici, on a maintenant une personne B qui, au lieu juste de lui acheter, comme moi je fais généralement pour espérer que ça monte, cette personne, elle espère que le prix va diminuer. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'emprunter ou la louer à cette personne A. Donc, moi, je suis la personne B. Je l'emprunte à cette personne A. Je me retourne et je vais essayer de la vendre, alors qu'elle ne m'appartient pas. Je la vends à une personne C, en espérant que le prix chute durant les quelques semaines qui arrivent et pour après la racheter et me retourner vers la personne A pour la lui rendre. Et donc j'aurais vendu à un certain prix, je la rachète à un prix plus faible, donc je fais cette marche-ci et puis je la rends à son propriétaire un peu plus tard. Donc ça c'est une vente à découvert. Alors, ce qui était important de savoir ici dans le cas de GameStop, c'est que cette communauté a vu qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il y avait 40% plus de contrats de vente à découvert. Donc, il y avait 140% de contrats à découvert par rapport au nombre d'actions qui existaient. Donc, comment est-ce qu'on peut vendre des actions qu'on n'a pas? Mais justement, par ce mécanisme-là. Imaginez que maintenant, la personne C, au lieu de juste l'acheter et la vendre de moi, la personne B, elle décide aussi de me l'emprunter et puis de se retourner vers la personne D et dire « Hey, tiens, voilà, je te la vends alors qu'elle ne m'appartient pas, je la rachète après et puis moi, je lui rachète à la personne C pour la rendre à la personne A. » Et donc, ça veut dire qu'avec une seule action détenue par la personne A, on a déjà créé 2 contrats. Et c'est ça qui s'est passé. Alors, quand ça se passe, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup plus d'acheteurs, puisque tous ces gens-là doivent à un moment, ils l'ont vendu à un moment, donc dans 2 ou 3 semaines, ils vont devoir la racheter. Et ils espèrent la racheter à un prix plus faible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette communauté, donc on a dit sur Reddit, a vu ça et a dit, voilà, nous on n'aime pas ces méthodes, allons à la défense de ces entreprises et essayons de mettre le doigt à ces gros fonds spéculatifs et en disant, ben voilà, on va acheter ces titres et on va pas les vendre. Et alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que puisqu'on va pas les vendre, le prix
ne sera pas à la baisse comme ces fonds l'espèrent, mais le prix va ne serait-ce que se stabiliser, et par le fait que ces gens devront l'acheter, ben, le prix va augmenter. Et c'est ça qui fait que il peut y avoir des variations énormes qu'on a vues cette semaine. Donc ça c'est le short selling, ça c'est la vente à découvert dans le contexte ici de GameStop. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le alt trading? Donc le alt trading, c'est quand le broker ou le régulateur ou le marché, donc le New York Stock Exchange ou quoi que ce soit, décide eux-mêmes d'arrêter, d'interrompre l'achat ou le vente d'un titre pour X ou Y raison. Donc ça a été le cas quand il y a eu les attentats du 11 septembre, ça a été le cas quand il y a trop de volatilité, et ça peut être pour plusieurs raisons. Et on voit que GameStop a été interrompu 9 fois le lundi et 5 fois le mardi à cause de la volatilité. Et un point qui était important, c'est que la CEO de Nasdaq a dit que elle serait prête aussi à interrompre certains titres s'il y avait trop de débats animés sur certains forums. Et ça c'est très intéressant, parce que où est-ce qu'on met la limite entre des gens qui sont sur un forum et qui disent ben voilà, allons tous acheter telle ou telle action, et de l'autre côté on a ben voilà des analystes qui exposent leurs analyses et qui mettent un price target, donc un prix sur une certaine action. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce que l'un est légal lorsqu'il est fait par une institution et l'autre est illégal lorsqu'il est fait sur un forum? Et c'est ça qui fâche vraiment les gens, qui disent mais pourquoi est-ce que c'est interdit pour nous sur un forum de voir qu'il y a telle ou telle opportunité et de s'assembler pour faire une action? Rappelez-vous, c'est exactement ce que les analystes font entre eux. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les idea dinners. Ce sont des dîners là où pas mal d'analystes et d'investisseurs se regroupent pour agir ensemble sur telle ou telle action. Donc ces méthodes existent déjà, elles sont là, et pourtant elles ne sont pas sanctionnées. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir comment le régulateur va rentrer dans le jeu, puisque ils ont déjà dit qu'ils voulaient garder un œil sur tous ces forums, mais ça va devenir extrêmement compliqué. Comment est-ce qu'on va dire, qui est-ce qu'on va porter responsable? Est-ce que c'est celui qui a initié l'idée? Est-ce que ça va être tous les participants? Est-ce que ça va être la plateforme? Et à partir de quel moment est-ce qu'on suppose qu'il y a eu une manipulation de marché? Ça va être extrêmement compliqué. Et comment est-ce qu'on va différencier ça d'un analyste institutionnel qui expose sa thèse sur Internet ou dans les médias traditionnels? Et c'est là que la communauté est vraiment en train de clasher, et c'est ça qui va être vraiment très compliqué. Alors pour en venir à Robinhood, donc Robinhood ce jeudi matin avait décidé d'interrompre certains titres dont GameStop, Nokia, AMC, Express et d'autres. Et donc voilà, donc tout le point c'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce qu'ils sont à la botte de la grande finance? Est-ce qu'ils ont fait ça pour donner un peu de temps aux hedge funds institutionnels pour remettre leurs pions en place? Alors je vais exposer maintenant deux théories. Forcément, moi j'en sais rien. Je suis là pour vous donner juste certaines théories. Et c'est ni mon opinion ni rien. On n'en sait rien. On verra ça plus tard. Alors voilà. Donc le premier point c'est que Robinhood a voulu faire ça pour aider Citadel. Alors, qui est Citadel? En réalité, lorsque vous achetez un titre via un de ses brokers, le broker lui-même n'achète pas directement le titre en bourse. Il passe par ce qu'on appelle un market maker. Et ici, dans ce cas-là, le market maker de Robinhood, c'est Citadel. Alors, c'est Citadel elle-même qui achète et qui vend les biens et puis qui les met à disposition de Robinhood. Et ça, c'est vraiment très important. Le point qui a fâché pas mal de gens, c'est que Citadel, justement, cette semaine-ci, a prêté 2,75 milliards de dollars à qui? À Melvin Capital, donc ce 25 janvier, pour renflouer ses poches, puisqu'ils venaient de perdre 30% de leur portefeuille, ce qui est équivalent à environ 13 milliards de dollars. Et donc c'est ce même acteur, Citadel, qui leur a prêté de l'argent pour couvrir leurs pertes. Et donc on pourrait croire, ah ben voilà, ils ont demandé à leurs amis de Robinhood de les aider en interrompant et en bloquant
ces acteurs particuliers, donc ces retail investors, donc les gens comme vous et moi, en les bloquant et en leur interdisant d'acheter ces titres. Donc ça, c'est la première thèse, et il y a énormément de gens, voilà, j'ai parlé hier de Chamath Palihapitiya, qui disait, ben voilà, here are 3 apps you can replace Robinhood. Donc il dit, voilà, il pousse tout le monde à arrêter de trader sur Robinhood. Il cite SoFi, une des entreprises qui l'amène publiquement d'ici peu, Cash App et Public. Il dit aussi, un autre tweet assez fort, I remember when I met Robinhood app founders when they were raising their seeds, Series A and Series B. I passed. Why? Optimize for integrity whenever possible because integrity compounds and assholes will always fuck you. Donc en gros, il dit, voilà, moi on m'a proposé d'investir dans Robinhood, j'ai passé, pourquoi? Ben un problème de valeur, je ne leur faisais pas confiance. Et je sais que les gens à qui on ne fait pas confiance, ben voilà, à un moment ou à un autre, ils vous baisent. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas investir dans ces gens-là. Et puis il y a d'autres gens, comme je l'ai dit, il y a, et c'est marrant, maintenant on voit au Sénat, les républicains et les démocrates se mettent ensemble contre Robinhood. Donc il y a la démocrate Alexandra Ocasio-Cortez qui a demandé de lancer une investigation dans ce sujet, donc essayer de voir pourquoi Robinhood avait suspendu les achats. Et Ted Cruz, qui est un de ses plus fervents opposants, a tweeté totally agree, et pour dire voilà, il est totalement avec elle. Il dit, je pensais jamais que je pourrais être en accord avec elle, mais là je suis tout à fait d'accord. Et donc on voit là, c'est un point où les républicains et démocrates, en plus dans une période d'extrême division là-bas aux États-Unis maintenant, sont alignés pour dire mais voilà, pourquoi est-ce que dans un marché libre comme les États-Unis, il y a on restreint l'accès à certains titres. Donc ça, c'est la première hypothèse. Dire voilà, il y a une collusion, Robinhood a tourné le dos à ses utilisateurs. Et maintenant, on a le régulateur qui va regarder là-dedans. On a aussi deux class action lawsuits. Donc, des class action lawsuits, c'est une poursuite judiciaire, mais groupée. Et donc, il y a voilà, ces poursuites judiciaires qui sont en train d'arriver parce qu'ils disent, voilà, vous nous avez pas délivré le service pour lequel on avait signé et vous nous avez bloqué, vous avez essayé de manipuler le marché. Alors, la deuxième thèse est un peu plus compliquée, mais je vous la donne quand même. Moi encore, j'en sais rien, je vous expose juste certaines idées. Alors la deuxième thèse, c'est quoi? En réalité, les marchés sont un peu plus compliqués que ça. Lorsque on passe un achat, en réalité, ce qui se passe, l'achat ne se fait pas immédiatement, ou en tout cas, il se fait immédiatement, mais le temps que votre broker reçoive le titre, ça peut prendre 2 jours. Il y a une série d'acteurs entre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe vu la volatilité et vu le marché extrêmement polarisé? Donc, il y a vraiment 2 grosses tensions. Il y a ceux qui doivent vendre et ceux qui doivent acheter. Il y a vraiment une énorme tension. Qu'est-ce qui se passe si un des acteurs tombe en faillite? Et qu'est-ce qui se passe si, maintenant, dans cette chaîne de vente à découvert, le vendeur tombe en faillite? Donc, ça veut dire quoi? Je suis le vendeur. Là, il y a un acheteur, on achète, mais en réalité, la transaction prend 2 jours. Et qu'est-ce qui se passe si pendant ces 2-3 jours, le vendeur tombe en faillite? Et ben là, la responsabilité viendrait voilà, au market maker, comme on a dit Citadel, ou à Robinhood. Et donc, ces gens-là, leurs assurances leur ont dit, ben voilà, à cause de la volatilité, vous devez mettre à disposition un plus haut taux pour assurer la contrepartie de vos transactions. Et les applications comme Robinhood n'avaient pas ces liquidités. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils devaient mettre ces liquidités? Parce que s'ils tombent en faillite, vous avez acheté votre action. Donc vous allez demander, ben voilà, où est mon titre? Et si Robinhood ne l'a pas reçu, ils vont devoir vous rembourser. Parce qu'ils vont devoir vous rembourser. Et donc, leurs assurances et tout ça leur disaient, ben voilà, vous devez mettre un taux de contrepartie beaucoup plus élevé
que pour un titre traditionnel qui a beaucoup moins de volatilité. Et eux, ils n'avaient pas ça. Et pour assurer qu'ils ne soient pas dans la merde, ils ont décidé d'arrêter les achats, puisque c'était là que le problème se posait. Donc, comme je l'ai dit, ils ont décidé d'interrompre les achats de certaines actions, ce qui a forcément poussé le marché, les titres à la baisse, puisque on ne pouvait plus les acheter, on pouvait seulement les vendre. Alors là où ça a créé une disparité dans le marché, c'est que les acteurs institutionnels, les hedge funds et tout ça, eux avaient toujours accès. Eux avaient toujours accès au marché, pouvaient toujours acheter, vendre, placer leurs achats à découvert ou se repositionner, ils pouvaient toujours faire tout. Alors que l'autre partie de la balance, donc les retail investors, les investisseurs particuliers comme vous et moi, eux n'avaient plus, ils avaient plus leurs armes, ils pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient. Et c'est là que ça pose beaucoup de questions. Alors regardons très rapidement la définition même de manipulation du régulateur, donc de SEC. Et voilà, je vous la mets ici en anglais. On voit intentional or willful conduct designed to deceive or defraud investors by controlling or artificially affecting the price of securities. Donc là, on parle aussi d'une intention. Est-ce qu'il y a vraiment l'intention de contrôler ou d'affecter artificiellement le prix d'un titre? Donc ça, c'est le premier point, une intention. Le deuxième point, intentional interference with the free forces of supply and demand. Donc, encore une fois, une interférence intentionnelle dans les forces de l'offre et la demande. Et le troisième point, c'est que ça peut être designé de manière à pousser le prix vers le haut ou vers le bas. Mais donc voilà, je crois que le point sur l'intention est assez important et on va voir. Donc c'était clair que Robinhood a eu l'intention en tout cas, d'arrêter ces trades. Est-ce que leur intention c'était de manipuler le prix? Ça, c'est ça que on verra plus tard. Donc en gros, où est-ce qu'on en est? Dans un gros débat sur la manipulation. Qu'est-ce que c'est la manipulation? Comment est-ce qu'on la définit? Et puis la question légitime, c'est est-ce que la manipulation n'est légale que lorsqu'elle est faite par des grands investisseurs institutionnels? Ça, c'est une question que beaucoup se posent. Mais en gros, on a deux camps. D'un côté, on a le législateur, donc le SEC, qui veut, lui, regarder à monitorer les forums de discussion, mais ça va être très compliqué. On a les gens du Sénat qui veulent interroger Robinhood sur leurs pratiques et vraiment comprendre ce qui s'est passé. Et puis on a d'autres influenceurs, énormément d'influenceurs comme Chamath, Elon Musk et tout ça, qui disent non, il faut que ces services soient toujours opérationnels. Donc c'est la responsabilité de Robinhood et c'est la responsabilité des market makers de faire en sorte que tout soit possible pour qu'on puisse toujours acheter et vendre. C'est leur problème. Ils ne peuvent pas remettre sur les investisseurs individuels le bourreau ou les problèmes qu'ils ont s'ils n'ont pas su gérer leur propre process. Ça, c'est leur propre process. Nous, on a signé un contrat avec les plateformes en disant, voilà, on veut pouvoir acheter et vendre. Et donc, on doit pouvoir avoir libre accès au marché. Et donc, un des points qui pourrait arriver, et c'est là que j'espère qu'on trouvera un middle ground, c'est que le régulateur dira, voilà, maintenant je vais réguler le short selling, je vais réguler les ventes à découvert. Premièrement, on devrait interdire le fait que on puisse vendre à découvert plus de 100% des actions, ça n'a pas de sens. Et c'est ça qui nous a mis dans cette situation-ci. Si même on laissait les ventes à découvert, mais qu'on les limitait à, je sais pas, 20% ou 30% versus 140% aujourd'hui, ça aurait déjà un autre impact. Donc, j'espère qu'on va aller dans ce sens-là et que on va aller dans un sens où on limite ces pratiques abusives qui ne créent absolument aucune valeur et qui sont mauvaises pour l'écosystème en général. Donc j'espère qu'on va aller par là. Encore une fois, c'est juste mon avis. Moi, j'en sais rien. Je voulais savoir votre avis. Écrivez-moi ici en bas ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas d'appuyer sur le bouton like. Dites-moi s'il y a des sujets ou des thèmes sur lesquels vous voudrez qu'on discute.
Et voilà, encore merci, investissez de manière prudente. Ah, et j'ai oublié de vous dire, hier j'ai acheté, juste pour entrer dans la partie, 5000 € de GameStop. On verra où ça mène, si je les perds, je les perds, mais je trouve ça important pour moi, de manière individuelle, de rentrer dans la danse. Je trouve que c'est un bon combat. Je déteste ces investisseurs institutionnels qui prennent des risques exagérés. Et selon moi, c'est à cause d'eux qu'on a eu une crise énorme mondiale en 2008. Eux, ils en sont sortis avec des parachutes en or. Et nous, on a dû reconstruire une économie sur laquelle ils sont venus encore se gaver après. Donc, moi, j'ai absolument aucun problème qu'on les régule. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore merci et ciao.